À ma fille de 17 ans, on a interdit d'assister au mariage de ma sœur parce qu'elle est trop jeune. Je n'ai pas discuté, je me suis contenté de dire « nous n'irons pas », mais quand Noël est arrivé, j'ai fait un petit changement en silence, et toute la famille a perdu la tête. Je m'appelle Claire et je suis l'aînée de 3 sœurs. En grandissant, cela signifiait que j'étais la responsable, celle qui aidait, la babysitter, celle qui gérait les choses quand nos parents étaient trop fatigués ou distraits. Cela ne m'a jamais vraiment dérangé, pas au début, c'était simplement comme ça. Tessa était la fille du milieu, l'artiste, celle qui attirait l'attention. Rachel, la cadette, était le bébé, elle obtenait tout ce qu'elle voulait. C'était moi qui nettoyais après tout le monde. En devenant mère, les choses ont un peu changé, mais pas vraiment. J'ai adopté ma fille Maya quand elle avait 3 ans. Elle avait de grands yeux sérieux et une manière paisible d'observer le monde, comme si elle n'y faisait pas encore confiance. Je me souviens de la première fois où elle m'a appelé un maman. J'ai pleuré dans la voiture après l'avoir laissée à l'école maternelle. Dès le départ, je lui ai fait une promesse, jamais elle ne se sentirait indésirable dans ma famille. Mais je n'ai pas pu tenir cette promesse, aussi longtemps que j'ai essayé. Tessa s'est fiancée le printemps dernier. Grande annonce, magnifique bague, légende impressionnante sur Instagram. Je l'ai félicité, bien sûr. Maya lui a même fait une carte, découpant de petites cloches de mariage et les recouvrant de trop de paillettes. Tessa a dit que c'était adorable. Puis elle l'a laissé sur le siège arrière de sa voiture. Je l'ai trouvé là 2 semaines plus tard, à moitié froissé sous un gobelet de Starbucks. Pourtant, Maya était excitée à l'idée du mariage. Elle a commencé à regarder des robes en ligne et à se demander si elle devait se coiffer ou laisser ses cheveux libres. J'ai réalisé qu'elle était nerveuse mais remplie d'espoir. Elle voulait faire partie de cet événement. Puis l'invitation est arrivée par la poste. C'était une de ces cartes élégantes, en papier épais, avec un bord doré, du genre qui devait coûter plus que ma facture d'eau mensuelle. Je l'ai ouverte sur le plan de travail de la cuisine pendant que Maya faisait ses devoirs à la table. Le contenu habituel, lieu, code vestimentaire, lien RSVP. Et puis je l'ai vu, réservé aux adultes de plus de 18 ans, strictement sans exception. Je l'ai relu 2 fois, pensant que peut-être j'avais raté quelque chose, mais ce n'était pas le cas. Maya a vu mon visage avant que je puisse dire quoi que ce soit. Elle a levé les yeux de son cahier et a demandé « Tu ne veux pas que j'y sois ?» J'ai répondu « C'est un mariage réservé aux adultes. » Elle est restée silencieuse un instant, puis a dit « C'est parce que je suis adoptée. » Cette phrase a brisé quelque chose en moi. Elle l'a dite avec tant de calme, comme si c'était un fait qu'elle avait fini par accepter. Je lui ai dit « Non, bien sûr que non. » Mais je savais ce qu'elle voulait dire. Ce n'était pas la première fois qu'un événement de ce genre arrivait. Pas exactement cela, mais d'autres moments plus petits, des remarques insidieuses. Ma mère avait une fois présenté Maya comme la fille de Claire, jamais notre petite fille. Tessa l'appelait ta fille, comme si elle parlait de l'enfant d'un voisin. Il y avait des moments lors des fêtes de famille où Maya offrait son aide dans la cuisine, et personne ne réagissait. J'ai essayé de croire que c'était involontaire, qu'il ne voulait rien dire avec cela, mais cette fois-ci, c'était clair. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas crié, je me suis simplement connecté à Internet et j'ai cliqué sur ne pas assister. Sans explication, je ne pensais pas que cela serait définitif. Le lendemain, Tessa m'a envoyé un texto. Et, je viens de voir ton RSVP. Tout va bien? Puis elle a ajouté, si c'est à cause de l'âge, j'espère que tu le comprends. On est strict avec tout le monde. Ce n'est rien de personnel, n'est-ce pas? Rien de personnel, sauf que Maya est sa nièce et qu'elle a 17 ans. Non, 7. Je n'ai pas répondu. Ensuite, Rachel m'a envoyé un message, Tessa a dit que tu ne venais pas. Qu'est-ce qui se passe? Puis ma mère a appelé. Tu ne m'appelles jamais juste pour discuter, alors j'ai répondu, déjà préparé. Claire a dit, j'ai entendu dire que tu ne venais pas au mariage. Franchement, c'est à propos de l'âge. J'ai dit, Maya n'est pas invitée. Je ne vais pas y aller sans elle. Elle va bientôt avoir 18 ans. Ma mère a répondu, ce n'est pas comme si elle était une petite fille, c'est de la famille. Il y a eu une pause. Ne punis pas ta sœur pour ça. C'est juste une soirée. Je n'ai pas argumenté. J'ai simplement dit, non, nous n'irons pas, et j'ai raccroché. Cela aurait dû être tout. Mais ensuite,
les messages du groupe de conversation sont arrivés. La culpabilité, les petites remarques qui n'étaient même pas subtiles. Rachel, je n'arrive pas à croire que tu fasses tout un drame pour une règle. Tu dois toujours provoquer des conflits. Maya n'est pas la seule à ne pas venir. Ce n'est pas à son sujet. Tu es en train de transformer cela en un problème avec elle. Ma mère a envoyé un long message sur l'unité familiale et le pardon, sur les sacrifices que nous avons tous faits, sur la difficulté d'être au milieu. Je n'ai pas répondu. Maya a supprimé les photos de sa robe de son téléphone. Elle a cessé de parler du mariage. Elle n'a pas pleuré, mais je pense que c'était ce qui me blessait le plus, à quel point elle n'était pas surprise. Elle avait déjà appris ce que j'avais pris trop de temps à ignorer. Alors, quand Noël est arrivé et que personne ne s'était excusé, ni même mentionné l'incident, j'ai pris une décision silencieuse. Je ne les ai pas invités. Pas de grandes annonces, pas de drame, juste du silence. Et c'est cela qui les a vraiment mis en colère. Si tu m'avais demandé il y a 10 ans comment je m'imaginais en tant que mère, j'aurais parlé de fêtes d'anniversaire, de câlins désordonnés, de paillettes sur le tapis. Je ne t'aurais pas dit que je devrais essayer de protéger une petite fille de ceux qui prétendent nous aimer toutes les deux. Quand Maya est entrée dans ma vie, elle avait 3 ans, avec une attitude désespérément sérieuse, de grands yeux bruns, des boucles douces et un regard calme qui te faisait sentir qu'elle mémorisait tout ce que tu disais au cas où elle aurait besoin de te survivre. Elle ne s'est pas facilement ouverte, elle n'a pas ri lorsqu'on lui a demandé. Elle n'a pas couru vers mes bras comme dans une scène de film. Mais lorsque finalement, sans qu'on lui demande, elle m'a prise par la main dans le supermarché, j'ai pleuré dans le parking pendant 10 minutes. C'était mon mari qui a dit, c'est à ce moment-là qu'elle t'a choisi. Et je l'ai choisie tous les jours depuis, mais ma famille n'a jamais su quoi faire avec elle. Au début, je l'ai attribuée à l'inconfort, à l'adaptation. Peut-être qu'elle n'avait pas mes yeux, qu'elle ne portait pas encore mon nom de famille. Il ne participait pas à la conversation lors des réunions de famille comme le faisaient les autres enfants. Mais c'était plus que cela. C'était la façon dont ma mère se référait à elle en l'appelant la petite au lieu de Maya. La façon dont Esa avait un jour demandé, vas-tu lui dire qu'elle est adoptée quand elle sera plus grande? Quand Maya était juste là. C'était la façon dont les enfants de Rachel recevaient des paniers de Pâques de nos parents avec des noms personnalisés, tandis que Maya avait droit à un panier générique avec une étiquette Joyeuse Pâques, pas très évidente. C'était plus subtil que ça, plus doux, plus facile à excuser si tu le voulais. Mais Maya le remarquait. Elle remarquait toujours. J'ai essayé d'être patiente. Je l'ai vraiment fait. J'ai expliqué, redirigé. J'ai donné le bénéfice du doute. Quand Maya avait 6 ans, elle a dit à mon père qu'elle voulait être artiste. Il a souri et a dit, tu auras besoin de quelque chose de plus pratique que ça. À 8 ans, elle a dessiné notre famille, moi, Yann et elle et me l'a donné. Ma mère a souri, a dit, merci. Puis elle l'a laissé de côté et n'en a plus jamais parlé. Maya a demandé plus tard pourquoi son dessin n'était pas sur le réfrigérateur comme ceux des autres cousins. Je ne savais pas quoi répondre. La première fois que j'ai perdu patience, c'était à l'engagement de Rachel. Maya avait 12 ans. Rachel nous avait invités sans vraiment nous inviter. On nous avait ajouté à un message de groupe avec l'heure, la date et le lieu. Je ne peux pas attendre de vous voir, sans message personnel. Mais nous sommes quand même allés parce que je pensais que c'était comme cela qu'on changeait les choses. Nous continuions d'apparaître. Maya portait une robe bleu pâle et de petites chaussures argentées qu'elle avait choisies elle-même. Elle était nerveuse. Elle ne cessait de demander si elle avait belle allure et si elle pouvait rester près de moi à la fête. Rachel nous a accueillis avec un sourire tendu et un salut. Puis elle s'est tournée pour embrasser la personne suivante sans rien demander à Maya. Pas de compliments, pas de « regardez comme elle est grande maintenant », juste du vide. Nous sommes restés 20 minutes, peut-être 25. Maya est restée collée à mon côté tout ce temps. Sur le chemin du retour, elle a dit, je crois qu'elle ne m'aime pas, j'ai dit, elle ne te connaît pas, elle a répondu, ça fait 10 ans. Et je n'avais pas de réponse à cela. La vérité, c'est que je ne pense pas qu'ils aient vraiment accepté que Maya ne soit pas temporaire. C'est comme si une partie d'eux croyait qu'éventuellement, j'aurais un vrai enfant et que cela deviendrait un chapitre tendre, quelque chose à quoi ils pourraient se référer comme quand Claire a accueilli cette petite fille. Ils ne l'ont jamais dit à haute voix, ils n'ont pas eu besoin. L'année dernière, pour les 16 ans de Maya, nous avons loué un espace dans un centre communautaire et l'avons décoré avec ses œuvres d'art. C'était son idée.
Elle ne voulait pas d'une grande fête avec de la musique forte. Elle voulait accrocher ses tableaux, servir des petits gâteaux et inviter ceux qui l'avaient soutenue. Elle a fait elle-même les invitations, les a envoyées à la famille, aux amis et à quelques professeurs. Rachel n'est pas venue. Tessa non plus. Mes parents sont arrivés 30 minutes en retard et ont apporté une carte disant pour une gentille fille avec un billet de $1 à l'intérieur. Maya les a remerciés. Elle est toujours polie. Après, elle n'a pas beaucoup parlé, elle a juste aidé à nettoyer. Elle a remis ses toiles dans la voiture. Mais plus tard dans la nuit, quand nous étions à la maison et que nous avions lavé les plats, j'ai trouvé un de ses croquis. C'était un dessin de nous trois elle, moi et Yann à la fête, mais nos visages étaient vides. Je pense que c'est alors que j'ai cessé d'attendre qu'ils changent. Pas à cause de la carte, ni à cause de leur arrivée tardive, ni du manque d'efforts, mais parce qu'elle ne ressentait même plus la douleur, pas de la même manière. Elle avait cessé d'être surprise, et c'est cela qui me faisait le plus peur. Alors, quand l'invitation au mariage n'est jamais arrivée, ni même un appel téléphonique ou une conversation, juste une exclusion silencieuse, j'ai su ce que je devais faire. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas supplié ni demandé d'exception. J'ai simplement dit à Maya que nous n'irions pas. Elle n'a pas pleuré. Elle a simplement hoché la tête et a dit « d'accord ». Plus tard dans la nuit, elle a demandé « penses-tu qu'ils se sont rendus compte que nous n'étions pas là ?» J'ai répondu « oui », parce que j'avais besoin qu'elle croie que cela comptait, même si eux ne le faisaient pas. Nous avons passé le week-end du mariage à la maison. Yann a préparé des pancakes. Maya a peint sur la véranda. J'ai lu un livre de A à Z. Ce n'était ni une vengeance, ni une protestation, c'était de la paix. Honnêtement, cela m'a semblé étrange au début, calme d'une manière qui m'a fait réaliser le bruit avec lequel j'avais vécu pendant des années. La cérémonie ne m'a pas manqué. Je ne me suis pas demandé comment étaient les fleurs ou si le gâteau était bon. J'ai pensé à Maya. J'ai pensé à la façon dont je cherchais son approbation dans chaque commentaire, à chaque fête, à chaque repas de famille, et comment progressivement, on lui avait appris à ne plus l'attendre. J'ai aussi pensé aux prochaines festivités. Comment, pendant des années, j'avais organisé Noël par obligation, leur envoyant des invitations, les nourrissant, feignant que leur sourire mi-figue mi-raisin était suffisant. Cette fois, je ne le ferai pas. Cette fois, je ferai quelque chose de différent. Izen m'a demandé au début de décembre, est-ce que je dois demander les chaises pliantes habituelles? J'ai secoué la tête. Pas de chaises supplémentaires cette année. Elle n'a pas insisté. Maya n'a rien demandé. Et quand le groupe de discussion a commencé à vibrer avec les messages sur qui apportait le dessert chez Clear cette année et que nous devrions venir la veille comme toujours, je n'ai rien dit. J'ai simplement observé les messages s'accumuler sans être lus. Je n'ai pas annoncé que je n'allais pas organiser Noël. Je n'ai pas fait de discours, je n'ai pas publié de statut audacieux, je ne leur ai pas dit d'aller chercher un autre endroit pour déguster leur jambon et leur agressivité passive. Je n'ai tout simplement rien dit. Et ce silence était probablement ce que j'avais fait de plus bruyant. Le groupe de discussion a commencé à s'animer autour du 15 décembre. Rachel, Clear, on continue à faire le dîner de la veille de Noël chez toi. Fais-moi savoir ce que je dois apporter, Tessa. Bien sûr, nous serons encore 5. Fais-moi savoir si Maya veut quelque chose de spécifique cette année. Si elle est là cette fois-ci. Cette phrase m'a presque frappé. Si elle est là cette fois-ci. Comme si Maya était le problème, comme si son absence à son mariage était un échec personnel, alors qu'elle n'avait même pas été invitée. Je n'ai pas répondu pour la première fois depuis des années. Je n'ai pas nettoyé la maison de fond en comble. Je n'ai pas commandé de rôti. Je n'ai pas sorti les chaises pliantes supplémentaires. Je n'ai pas fait sortir la grande table du garage. Et quand personne n'a eu de réponse, ils ont commencé à appeler. D'abord ma mère. J'ai laissé sonner. Puis Rachel, puis Tessa. Ensuite, mon père a laissé un message vocal. Clear, nous voulons juste savoir ce qui se passe. Ta mère est mécontente. Il n'est pas trop tard pour faire ce qu'il faut. Faire ce qu'il faut. Comme si accueillir des personnes qui avaient exclu ma fille était la chose à faire. Comme si les nourrir résolvait ce qu'ils refusent de reconnaître. Nous n'avons accueilli personne cette année-là. Au lieu de cela, Yen et moi sommes restés en pyjama tandis que Maya cuisinait des biscuits en forme d'étoiles qui peinaient à tenir ensemble. Nous sommes restés à la maison, avons regardé des films, ouvert nos cadeaux en avance,
avons ri plus que depuis des mois. Cela avait l'air normal d'une manière que nos fêtes ne l'avaient jamais été auparavant. Personne ne marchait sur des œufs. Personne n'avait à traduire des commentaires sarcastiques. Personne ne se taisait quand Maya entrait dans la pièce. Nous n'étions que nous. Et c'est alors que les messages ont commencé à changer. Le 26 décembre, Teza a écrit dans le groupe de chat. Je pense que c'est triste. Nous avons tous essayé d'accueillir Maya, mais Claire a rendu impossible de se connecter avec elle. Rachel a ajouté, si tu romps avec la famille à chaque désaccord, tu finiras sans personne. Mon père a ajouté. La façon dont tu gères cela est cruelle. Je suis désolé, mais c'est le cas. Ma mère m'a envoyé une photo de leur arbre de Noël avec la légende, ce n'était pas pareil sans toi. Maya aurait adoré ces cadeaux. Je n'ai pas répondu, car ce n'était pas des cadeaux pour Maya. C'était des invitations enveloppées de culpabilité pour revenir et faire semblant que tout allait bien, ce que j'avais fait trop longtemps. Quelques jours plus tard, nous avons reçu une carte par la poste sans expéditeur, mais j'ai reconnu l'écriture. Ma mère avait écrit, « J'aimerais que tu penses à l'exemple que tu donnes. Maya verra à quel point tu exclues les gens facilement. » Cette phrase m'est restée en tête, car je me suis rendu compte que c'était exactement ce que je voulais qu'elle voie. Pas que l'amour soit jetable, mais que l'amour, le véritable amour, ne te demande pas de te rétracter. Il ne te demande pas de rester silencieuse pendant que les gens autour de toi font semblant que ta douleur est trop inconfortable pour être reconnue. Maya n'a pas posé de questions sur les messages, mais je sais qu'elle a vu l'attention. Elle n'était jamais du genre à poser des questions directement. Elle observe simplement, absorbe comme si elle essayait encore de déterminer quelle partie du monde sont sûres. Une nuit, elle était blottie sur le canapé avec une couverture sur les jambes, en train de dessiner quelque chose. Elle a fait une pause et a dit, « Si je n'étais pas adoptée, tu penses qu'il m'aimerait plus ?» La question a frappé plus fort que tous les textos. Je me suis assise à ses côtés. « Chérie, ai-je dit, il ferait probablement mieux semblant. Mais la façon dont il traite les personnes qui ne leur ressemblent pas, ça n'a jamais eu à voir avec toi. » Elle m'a regardé avec les mêmes yeux sérieux que le jour où je l'ai rencontré et a dit, « Je pense que je ne veux plus qu'il m'aime. » Et c'est à ce moment-là que j'ai cessé d'attendre des excuses. Quelques jours plus tard, mon père a appelé à nouveau. J'ai laissé sonner. Ensuite, il m'a envoyé un message. Ta mère ne dort pas. Elle a l'impression de t'avoir perdu. Nous savons que nous avons fait des erreurs, mais cela ne justifie pas que tu exclues tout le monde. Ce n'est pas toi. Je suis resté à regarder cette phrase pendant longtemps. Ça n'est pas toi. Je me demandais à son sujet. Je me demandais si je devenais trop froide, trop sensible, trop dure. Mais maintenant, je pense que c'est exactement qui je suis. Quelqu'un qui sait enfin ce qu'elle tolérera et ce qu'elle ne tolérera pas. Quelqu'un qui sait que maintenir la paix au détriment de la dignité de sa fille n'est pas noble, mais une lâcheté déguisée en tradition. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est venue de Teza. Elle a envoyé un message vocal, un de ces longs monologues où les gens essaient de paraître calmes. Mais chaque phrase contenait un couteau caché. Je pense que c'est triste, Claire. Tu as toujours fait un grand drame sur la façon dont tu aimes Maya, mais maintenant on dirait que tu l'utilises comme un bouclier. Comme si chaque fois que quelqu'un ne la traitait pas comme une reine, tu l'excluais. Ce n'est pas sain, ce n'est pas être parent, c'est de l'obsession. Je n'ai pas écouté le reste. J'ai supprimé le message et bloqué son numéro. Parce que si aimer Maya avec ferveur, totalement, est perçu comme de l'obsession dans leur monde, alors oui, je suis obsédé. Je suis sauvagement, sans excuse, obsédé par la protection de la personne qui avait le plus besoin de moi. Et rien de ce qu'il pourrait dire ne me fera regretter cela. L'année nouvelle est arrivée et passée tranquillement. Maya s'est endormie avant minuit, avec un biscuit à moitié mangé sur le canapé. Yen et moi avons trinqué avec du thé au lieu de champagne et avons regardé les feux d'artifice en silence. Il m'a regardé et a dit, « Ça te manque ?» J'y ai réfléchi. Je n'ai pas dit que je leur manquais, car cette version ne s'est jamais réellement matérialisée. Il a hoché la tête, n'a rien dit d'autre, simplement m'a pris la main. Je ne sais pas ce qui se passera ensuite. Je suis sûr qu'ils continueront à faire des efforts. Des gens comme ça ne partent pas en silence. Il y aura encore des textos, encore des publications. Peut-être qu'un d'eux se présentera à la graduation de Maya l'année prochaine, agissant comme si rien ne s'était passé. Mais j'ai pris ma décision.
Pas de grande confrontation, juste une distance silencieuse. Et parfois, c'est le choix le plus puissant de tous. C'était un jeudi froid, nuageux, tranquille. Je venais de rentrer du travail, encore en manteau, lorsque la sonnette a retenti. Je ne m'attendais à personne. Yen travaillait tard. Maya était à l'étage, préparant un projet de portfolio pour ses candidatures à l'université. J'ai ouvert la porte et mes parents étaient là, sur mon perron, comme si nous étions encore en 2007, feignant que rien ne s'était mal passé. Ma mère tenait un Tupperware dans ses mains. Je crois que c'était des biscuits à l'avoine, sa spécialité, moelleux à l'intérieur, légèrement brûlés sur les bords, ce qu'elle faisait quand j'étais petite. Claire, a-t-elle dit avec un petit sourire hésitant, nous avons pensé à venir. Je n'ai rien dit au départ, j'ai juste regardé le récipient dans ses mains comme s'il pouvait contenir une bombe. Mon père s'est approché d'elle. On peut entrer juste un instant. Je n'ai pas répondu. Il y a eu une pause. Surprise, peut-être, mais pas assez pour que cela compte. Ma mère a tenté de récupérer avec un ton plus chaleureux. Nous voulons juste parler. Les choses se sont tendues, mais nous restons ta famille. Elle a tendu les biscuits comme un traité de paix. Je ne les ai pas pris. C'est là que le sourire a commencé à s'évanouir. Tu n'as pas besoin d'être comme ça, dit-elle d'une voix tendue. Nous savons que ça a été difficile d'élever une adolescente en éloignant tout le monde. Mon père a ajouté, nous avons essayé d'être patients. Nous t'avons donné de l'espace, mais là, tu vas perdre ta vraie famille pour une fille qui va partir dans quelques mois. Mon estomac s'est noué. Elle n'a que 17 ans, dit ma mère à voix basse. Bientôt, elle ira à l'université et ensuite, que feras-tu? Tu seras seul. Tu regretteras cela. Je pouvais entendre les mots sous les mots. Il ne s'agissait pas de se réconcilier, mais de contrôler. Et puis ma mère l'a dit, ce que je pense qu'elle a toujours pensé au fond. Je suis désolé, Claire, mais elle n'est pas de sang. Elle n'est pas vraiment l'une de nous. Elle l'a dit doucement, comme si elle me faisait une faveur, comme si elle espérait que j'allais acquiescer et dire, tu as raison. J'ai perdu mon calme. Au lieu de cela, j'ai pris une profonde inspiration, reculé et dit, vous devez partir. Mon père semblait surpris. Claire, ne parle pas plus haut. Tu n'as pas le droit de venir ici avec des biscuits et de la pitié et de faire comme si c'était de la gentillesse. Tu n'as pas le droit d'insulter ma fille en face de moi, puis de te demander pourquoi je ne vous invite pas à entrer. Tu vas regretter cela, a répété ma mère d'une voix brisée. Quand elle te laissera, quand elle t'oubliera, tu verras. Notre porte restera ouverte. Tu reviendras. Tu réaliseras que nous avions raison. Je n'ai rien dit. Je n'avais pas besoin de le faire. J'ai fermé la porte, mis la clé et me suis appuyé contre elle jusqu'à ce que je n'entende plus leurs pas. Le lendemain, je l'ai dit à Maya. Je ne voulais pas le faire. Je ne voulais pas qu'elle porte leur poison, mais je ne lui ai jamais menti. Pas sur des choses importantes. Elle est restée très calme pendant que je lui expliquais ce qu'ils avaient dit à propos de son départ, du fait de ne pas être de sang, de ce que cela signifierait quand je reviendrais un jour à plat ventre. Elle n'a pas pleuré, mais je l'ai vue dans ses mains, la façon dont elle les serrait fort sur ses genoux, comment ses épaules se crispaient. « Penses-tu vraiment que je vais partir » a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu. Ils s'attendent à ce que tu le fasses. De cette façon, je serai à nouveau dans le besoin. Elle a hoché lentement la tête. Ils n'ont pas le droit de m'attendre, a-t-elle dit. Je pensais que ce serait la fin. J'aurais dû le savoir parce qu'une semaine plus tard, ma cousine Sarah m'a transféré un courriel que Rachel avait envoyé à la famille élargie. C'était long, verbeux, passif-agressif comme seule Rachel savait le faire. Mais le message était clair. Elle a dit qu'elle avait abandonné la famille à cause d'une fille qui avait manipulé Claire pour entrer dans sa vie et l'avait isolée de tout le monde. Elle a sous-entendu que Maya était difficile, distante et ingrate, que ma relation avec elle n'était pas saine, que j'étais obsédé par la protection d'elle contre des humiliations imaginaires. C'était bilé, pire encore, ça a marché. Les gens ont commencé à me contacter. Tante Linda m'a envoyé un message pour savoir si j'allais bien. Oncle John a appelé Yen pour demander s'il traversait une crise nerveuse. Ma cousine Cho a laissé un commentaire sur l'une des publications artistiques de Maya. Tu es chanceuse. N'oublie pas qui t'a donné un foyer. Maya l'a vu. Je l'ai vu le voir et cela a été la goutte d'eau.
Je n'ai pas écrit une réponse. J'ai réuni des preuves, captures d'écran, messages, photos, chaque invitation ignorée, chaque exclusion, chaque reçu. J'ai écrit une lettre, pas émotive, pas en colère, juste des faits. Je l'ai envoyée à la famille élargie avec pour sujet, pour ceux qui veulent connaître l'histoire complète. Je n'ai appelé à aucun camp, je n'ai exigé aucune excuse, je leur ai simplement donné la vérité. Certains ont répondu, d'autres non. Certains ont silencieusement cessé d'être amis avec Rachel. Certains n'ont pas cru un mot de ce que j'ai dit. Peu importe, parce que je ne l'ai pas fait pour eux, je l'ai fait pour Maya. Pour qu'elle ne se demande jamais si elle avait tout imaginé. Pour qu'elle n'ait jamais à poser la question, penses-tu qu'il m'aimerait si j'étais de sang? Après cela, j'ai bloqué tous ceux qui ont essayé de discuter, tous ceux qui ont dit, mais peut-être que si on en parlait, tous ceux qui pensaient que garder la paix était plus important que de protéger une fille des abus émotionnels déguisés en tradition familiale. Nous n'avons plus jamais eu de nouvelles d'eux. Pas directement. Je suis sûr qu'ils parlent encore de nous. Je suis certaine que je suis l'histoire racontée lors des fêtes quand quelqu'un mentionne les enfants distanciés. Je suis sûr que le nom de Maya est encore prononcé sur un ton tendu et critique. Laissez-les parler. Ils ont perdu le droit de la connaître. Avançons un peu. Maya est maintenant à l'université. Elle est dans un programme d'art, la meilleure de sa classe. Elle m'appelle encore tous les soirs, non par obligation, mais par habitude. Elle envoie des photos de ses esquisses. Parfois, elle me demande mon avis, parfois elle veut juste dire bonne nuit. Quand je l'ai laissée dans son dortoir, elle m'a étreinte pendant une minute entière et a murmuré « Je ne vais nulle part ». Elle parlait physiquement, peut-être, mais je savais ce qu'elle voulait vraiment dire. Les gens disent que tu ne peux pas choisir ta famille. Moi je l'ai faite. Je l'ai choisie, elle au-dessus du sang, au-dessus de la culpabilité, au-dessus des années de silence appris. Et s'ils pensent encore que je reviendrai un jour à plat ventre, qu'ils attendent. Parfois, je pense encore à ce moment sur le porche, ma mère me tendant ses biscuits comme s'ils pouvaient effacer des années de silence, comme si le sucre pouvait réparer ce qu'ils n'ont jamais eu le courage de dire à voix haute. Et parfois, tard dans la nuit, je me demande si j'ai exagéré. Si j'aurais dû faire plus d'efforts, rester plus silencieuse, être plus indulgente. Mais alors, je me rappelle l'expression du visage de Maya quand je lui ai dit « Ils n'ont pas le droit de te traiter comme ça ». Je me souviens à quel point elle m'a étreinte fort quand elle est partie à l'université. Je me souviens de la promesse que je lui ai faite, une promesse que personne ne m'a faite quand j'étais petite, celle que je la choisirais, toujours. Je l'ai choisie, elle, avec sa singularité et sa force, contre le bruit du monde extérieur qui prétendait que nous ne devrions pas exister comme nous le faisons. Maintenant, alors que Maya explore le monde, je suis rempli de fierté en voyant la personne incroyable qu'elle est devenue. Je me demande parfois, dans les moments de doute, si j'ai bien fait. Mais alors, je revois son sourire, ses rires, et l'assurance qu'elle trouve en elle chaque jour. Je me rappelle des batailles que nous avons livrées ensemble, des instants où elle m'a montré la profondeur de son amour et la force de son caractère. Même si je sais que certains dans ma famille pensent que j'ai pris la mauvaise décision, elle est la raison pour laquelle je me tiens fièrement et fermement à mes choix. Je regarde vers l'avenir avec espoir et détermination. Les défis que nous avons surmontés ne sont qu'une petite partie de notre histoire. Ensemble, nous avons créé un espace où elle peut être elle-même, sans craindre le jugement ou l'exclusion. Alors, peu importe les murmures et les critiques du passé, je suis prête à avancer. Et maintenant, alors que nous naviguons dans cette nouvelle phase de nos vies, je continue de lui promettre que je serai là, à ses côtés, prête à la soutenir tout au long de son parcours. C'est un voyage où elle pourra s'épanouir librement, sachant que l'amour, le véritable amour, ne se mesure pas en lien de sang, mais en lien de cœur. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des réflexions ou des questions, je serai ravi de les entendre dans les commentaires. Et si ces histoires vous parlent, n'oubliez pas de vous abonner pour en découvrir d'autres.